Nous voilà de retour pour continuer à explorer les quartiers et à rencontrer les habitants d'Arkham, comme nous l'avions fait la dernière fois. Et on va commencer par quel quartier, Kevin? On va commencer par le quartier de Northside. Comme son nom l'indique, c'est au nord de la ville, je suppose. Le côté nord. Northside se situe du côté nord-ouest de la ville, donc au-dessus de la rivière Miskatonic. C'est un quartier qui est plutôt riche, un quartier qui est un peu plus un quartier d'affaires qui va abriter quelques manoirs encore, comme dans beaucoup de quartiers j'ai l'impression, plutôt des manoirs de style géorgien, des manoirs victoriens. Northside va abriter l'un des bâtiments les plus hauts de la ville, la Tower Building, mais également la gare Boston and Main, ainsi que les deux bureaux des journaux de la ville, l'Arkham Gazette et l'Arkham Advertiser. Il va aussi intégrer quelques usines désaffectées. On va aussi parler d'une station de pompage, la station de pompage de la ville, qui prend l'eau de la Miskatonic, la filtre, sans toutefois la purifier, c'est bien indiqué, va l'envoyer dans le château d'eau qui fait 18 mètres, et cette pression-là va être suffisante, en tout cas correcte, pour alimenter toute la ville. C'est aussi dans ce quartier qu'on va y trouver la, entre guillemets, célèbre fosse commune de Pottersfield, une fosse commune qui va être destinée à accueillir les cadavres de tous les indigents, les vagabonds et ceux qui n'ont ni famille ni amis à Arkham. Des 3 lieux d'inhumation à Arkham. Et là, je peux te laisser continuer si tu veux bien. Tu peux peut-être nous présenter le personnage que tu as choisi. J'ai effectivement quelqu'un à vous présenter dans le Northside, dans une jolie et élégante villa se retrouvant au nord-ouest de la ville, dans la partie du Northside où les maisons commencent à s'éloigner les unes des autres, à s'éclaircir. On est presque à la campagne et nous allons aller dans la villa habitée par ce curieux personnage qui est Laban Shrewsbury. Un homme à l'âge indéfinissable, déjà assez âgé, et dont on ne voit jamais les yeux. Sous ses cheveux blancs, ils sont toujours couverts par une paire de lunettes de soleil. Ces lunettes de soleil qui couvrent complètement ses yeux, un petit peu comme des lunettes de pilote ou de motard. Laban Shrewsbury apparaît c'est un personnage créé par Auguste Derleth, et il apparaît dans les 5 nouvelles formant le recueil La Trace de Cthulhu. Donc c'est le personnage principal. Dans les mystères d'Arkham, il vous est présenté à l'entrée 103 du quartier de Northside. Et Laban Shrewsbury est quelqu'un qui connaît déjà de nombreux secrets du mythe de Cthulhu et qui n'en est pas à son premier combat contre les tristes entités. Et il a des connaissances qui pourraient bien être utiles à vos investigateurs si vous voulez suivre dans ces objectifs qui ne sont pas toujours très clairs. Alors, Laban Shrewsbury, comme piste, je vous propose d'en faire un mentor pour les personnages joueurs, comme c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les Traces de Cthulhu. Les Traces de Cthulhu, c'est chaque nouvelle et suit un héros, un investigateur en particulier, qui va être amené sous la direction de Laban Shrewsbury à essayer de contrer les menaces liées au mythe de Cthulhu. Vous pouvez le laisser devenir votre mentor suite à une aventure comme Nocturne pour un violon. Et ça peut être l'homme que vous rencontrez à la fin et qui va vous éclaircir la réalité de notre monde. La maison de Laban Shrewsbury est située dans Curwen Street. Elle comprend une bibliothèque très intéressante. Elle ferait un bon quartier général pour vos investigateurs, surtout si vous êtes prêt à vous lancer dans une version pulp
d'Arkham, dans une version où les sortilèges lancés, les voyages à dos de Byaki arrivent régulièrement. La Ban Shrewsbury, à ce moment-là, pourrait bien être votre guide. Mais ce qu'il sera amené à vous montrer pourrait bien signifier la fin de votre santé mentale. Mon personnage avait rencontré la Ban Shrewsbury suite à la fin d'un épisode que nous vous avions mentionné lors de notre tout premier épisode des Échos d'Arkham. C'était l'épisode Nocturne pour un violon. Est-ce que tu t'en souviens ? Ah ben oui, encore. Ouais, c'est effectivement la façon dont l'auteur avait prévu ce scénario, c'est que à la fin, on a la possibilité de rencontrer la Ban Shrewsbury, qui devient par la suite un peu une sorte de mentor. En tout cas, nous, on l'avait utilisé comme ça. Et, je ne sais plus après si on l'avait retrouvé, nous, personnellement, dans d'autres... ce qui nous avait accompagné un peu. Je crois pas. D'ailleurs, je crois que dans le scénario original, c'est pas forcément la Ban Shrewsbury. C'est la Ban Shrewsbury. Enfin, il faudrait que je le retrouve le scénario, mais il me semble que je suis pratiquement sûr. D'accord. Mais en tout cas, j'ai quand même une très mauvaise nouvelle pour toi, Guillaume. J'en suis vraiment désolé. Mais dans ce tout nouveau supplément d'Arkham, sorti chez Chaosium, Laban Shrewsbury n'est plus. Il n'est plus mentionné dans le supplément. Et oui, ce pauvre Laban n'était pas canonique. Il n'a pas été intégré dans l'univers Lovecraftien. Les puritains sont passés par là. Oui, les puritains. Ils ont censuré. Ils ont chassé le sorcier. Mais plus sérieusement, je pense que de quelques entre guillemets théories que j'avais pu recueillir sur un des forums, c'était que peut-être il y avait des histoires de droit, comme c'est un personnage qui a été créé par Auguste Derleth, il y aurait peut-être ça qui serait rentré en ligne de compte. Oui, l'autre possibilité, c'est qu'on ait trouvé la Ban Shrewsbury un peu trop flamboyant et un peu trop pulp, puisque c'est pas vraiment un personnage à la Lovecraft. On est déjà, sans être un Indiana Jones, c'est malgré tout quelqu'un de très actif. Et c'est pas vraiment forcément l'esprit de Lovecraft, un personnage comme Shrewsbury. En tout cas, dans ce nouveau supplément, pour ceux qui ont la chance de l'avoir ou qui l'auront par la suite à la traduction que fera Edge, on a énormément de nouveaux personnages qui arrivent et qui sont décrits de façon assez extensive avec les caractéristiques et tout ça dans les différents quartiers. Notamment, là, pour le coup, l'entrée 103 n'est plus donc la Ban Shrewsbury, mais Bartholomew, enfin même la maison de Bartholomew appelée 4, un dilettante. Changeons de quartier, peut-être. On ne va pas encore changer de quartier, Guillaume, parce que j'ai envie de continuer un petit peu dans ce quartier de Northside. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais commencer par donner un exemple dans ce nouveau supplément. Ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'on va avoir pratiquement pour chaque entrée, en tout cas dans entrée de lieu, on va avoir deux catégories, deux petits paragraphes que moi j'ai traduit par étrangeté et historique ou histoire. Et je vais te donner un exemple, ou même deux. Par exemple, c'est pour la station de pompage. Donc, j'en parlais juste à l'instant de la station de pompage. C'est des choses qui vont pouvoir nous aider à créer des scénarios, à avoir des petites idées. En 1896, les ouvriers de la station de pompage ont été surpris de découvrir Richard Tobey, 28 ans, en train de tenter d'empoisonner l'approvisionnement en eau de la ville. Maîtrisé jusqu'à l'arrivée de la police, M. Tobey a crié et s'est mis en colère contre les gens au visage caché qui s'empareraient de la ville. Une enquête ultérieure n'a permis de valider aucune des affirmations de Tobey et, depuis 1922,
Il réside dans les soins permanents du Pickering Psychopathic Hospital. Un autre petit paragraphe. Donc là, on était sur la partie un peu histoire de cette station de pompage. Dans la partie étrangeté, il y a quand même des choses un peu bizarres dans ce texte, hein, mais là, on part vraiment sur la partie étrangeté. Ils nous disent « De temps en temps, au cours des 20 dernières années, un petit nombre d'habitants d'Arkham ont rapporté avoir vu des lumières colorées flotter au-dessus du château d'eau. Parfois, on dit que les lumières bougent et clignotent sans motif évident. L'enquête ultérieure n'a encore révélé aucune preuve confirmant l'apparition de ces lumières et, en l'absence de signes de dommages matériels, les autorités sont quelque peu perplexes. Malgré le manque de preuves, les spéculations, quelque peu alimentées par des récits plutôt sensationnels rapportés dans les journaux locaux, suggèrent que les trafiquants de Rome sont, de manière ou d'une autre, à l'origine du phénomène. Même si un expert anonyme de l'université miskatonique a suggéré que l'effet était dû au reflet des lumières nocturnes de la ville reflétées sur la rivière et captées par les parties métalliques du château d'eau. Ah, heureusement que il paraît qu'il y a un projet de réservoir naturel au-dessus d'une vieille ferme où quelque chose s'était écrasé au 19e siècle, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée en fait. Et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, hein, mais on va peut-être aller visiter cet endroit à un moment donné, on ne sait pas. Dans Northside, on a aussi, on en a parlé brièvement, mais la Gazette d'Arkham, dans un premier temps, qui était le premier journal de la ville qui a été fondé en 1806 par Aaron Crane. C'est un journal quotidien conservateur qui vous coûtera 8 cents par numéro et dans lequel vous trouverez principalement des nouvelles de la ville et de ses alentours. Les bureaux, ils sont ouverts toute la semaine de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h. Une petite piste de scénario qui pourrait être intéressante. Ceux qui examinent, et là par contre il y a un petit peu de spoiler dans cet épisode, je préfère prévenir. Ceux qui examinent les anciens numéros de la Gazette peuvent trouver une petite poignée de numéros en double dans la collection. En y regardant de plus près, ces doubles ne sont pas entièrement identiques. Des petites différences, apparemment insignifiantes, se révèlent après une étude minutieuse. Un examen approfondi peut permettre de découvrir au moins un élément d'actualité notable dans chacun d'entre eux, comme le rapport d'un accident mortel, une mort mystérieuse, etc. Ça, c'est une petite piste intéressante qui pourrait être bien exploitée. L'Advertiser, lui, a changé de nom et de propriétaire plusieurs fois. Au départ, il était baptisé l'Arkham Bulletin, puis le Miskatonic Valley Gleaner. Il appartient désormais à Harvey Gedney, 42 ans, qui en est également le rédacteur en chef et féru de progrès techniques et scientifiques. Il est décrit comme un journal plus dynamique que la Gazette, intégrant des dessins humoristiques et des articles de fond, ainsi que des reportages tendancieux, souvent sur des événements internationaux. Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h pour le public. On peut tout de même y trouver quelqu'un, même à minuit. Mais il est complètement vide du samedi 22h au dimanche 20h. Il est intéressant de noter que derrière le bureau de la secrétaire se trouvent 2 murs remplis des anciens numéros du journal que vous pouvez facilement avoir accès parce que le personnel semble assez fier de pouvoir être assez intéressant pour intéresser les gens qui viennent les voir. J'ai toute petite anecdote sur un autre endroit qu'on peut trouver dans Northside, c'est la loge maçonnique. Alors la loge maçonnique, je vous laisserai lire l'entrée, mais moi la petite piste que je trouvais intéressante, c'est que dans cette loge maçonnique, on pourrait y retrouver quelques restes de documents qui proviendraient de l'ancienne loge maçonnique des Innsmouth. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être une piste d'infos sur l'ordre ésotérique de Dagon ou d'autres choses? Ça, je vous laisserai le découvrir. Oui, puisqu'ils ont utilisé, l'ordre ésotérique a utilisé l'ancien bâtiment de la loge maçonnique comme quartier général.
Eh bien, où allons-nous maintenant ? Ben, je te propose de continuer notre visite en allant sur le campus. Alors là, on va traverser ensemble la rivière Miskatonic, passer par le Merchant District et arriver directement sur le campus. Le campus, il fallait bien qu'on y retourne. Ça me semblait inévitable. Hein. On s'est juste, on a juste tourné un petit peu dans la faculté de médecine la dernière fois, mais on n'allait pas s'arrêter là quand même. Non, il y a tellement de choses à voir. Le campus, c'est la vitrine d'Arkham. C'est un quartier qui est toujours bien entretenu et propre, principalement habité par des étudiants et les fraternités. Ces fraternités sont principalement des anciennes demeures qui ont été reconverties en résidences estudiantines. La seule particularité de ce quartier se situe plutôt à l'ouest de Boundary Street. Et cette partie du campus, qui n'est plus vraiment faisant partie intégrante du campus, mais elle est composée de très vieilles habitations du XVIIe qui sont dépourvues d'égouts. Ce sont des habitants qui doivent se fournir en eau dans l'un des 3 puits publics de la rue. Parfois même, ces maisons sont habitées par les mêmes familles depuis même 10 générations, même depuis la fondation de la ville. Ça serait pas une piste intéressante ça pour un scénario ? Dans ce beau quartier où tu as ces allées propres, qui est la vitrine d'Arkham, qui attire des milliers, je dirais, d'étudiants, de personnes qui viennent visiter, passent par ce campus. Et puis, tout à l'ouest, tu aperçois un vieux quartier. Il n'y a même pas d'eau courante. On pourrait imaginer des vieilles maisons, des familles de vieilles générations comme ça qui traîneraient dans les rues. Bizarre. Surtout qu'à l'ouest du campus, il me semblait qu'il y avait un cimetière. Alors, cimetière qui accueillait sûrement ces vieilles familles d'ailleurs. Le logo de la Miskatonic University, tu connais un peu comment on appelle ça ? Moi j'en connais 2 et je sais pas lequel est le bon. Le premier est avec un animal, un blaireau, d'où d'ailleurs le surnom de l'équipe, je sais plus si c'est de baseball ou de foot américain, je crois que c'est de foot américain, c'est les Badgers, donc les blaireaux. Et j'en connais un autre et je sais pas lequel des 2 est bon ou est représenté un livre tout simplement. Mais peut-être que tu vas m'infirmer ou me confirmer sur ces 2 logos. Si je le retrouve, est-ce que tu te rappelles du numéro de l'entrée pour Pour moi, j'ai l'entrée 615 pour l'Institut des Lettres et de Sciences Sociales, puisque bien entendu, il y a pas mal d'entrées pour l'université. Pour l'Institut de Lettres et de Sciences Sociales, c'est la 615. Alors sur la page 159 du nouveau supplément, on a ce superbe logo de l'université qui a certainement été retravaillé, qui est une sorte de blason avec 4 parties. Je te laisse même un peu le découvrir parce que je saurais peut-être même pas le décrire correctement. J'arrive pas trop à... Il y a plusieurs éléments, c'est assez fourni. Alors, nous avons un œil dans un triangle au-dessus, un livre ouvert, c'était ce qui me semblait correct, une sorte de déesse grecque entourée de petits chérubins, une bougie et là aussi un dieu grec entouré d'une sorte de roue avec les signes astrologiques. Et en dessous, nous avons une devise ex ignorantia ad sapientiam ex luce as tenebras. De l'ignorance à la sagesse, de la lumière aux ténèbres. Ben voilà.
Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous faire rencontrer dans ce quartier, dans cet endroit? Mais bien sûr, j'ai un éminent professeur à vous faire rencontrer. Il s'agit du professeur Albert N. Wilmart, qui apparaît dans la nouvelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres, nouvelle publiée en 1931 dans Weird Tales. En fait, le professeur Wilmart apparaît dans un premier temps assez sceptique par rapport aux réalités du mythe, mais il va être amené à changer d'avis. Il n'apparaît dans aucun scénario, mais celui qui chuchotait dans les ténèbres inspire très certainement le scénario 5 de la campagne Les Ombres de Yog-Sothoth, scénario qui s'appelle Le Ver qui marche. Même si le personnage de Wilmart n'y apparaît pas. Il est décrit dans les Mystères d'Arkham dans l'entrée 615 sur l'Institut de Lettres et de Sciences sociales. Je parle des Mystères d'Arkham, donc, qui décrit Arkham en 1928. Dans le supplément L'Université de Miskatonic, il fait partie de la Cabal Armitage, qui est décrit page 153. En plus des 3 de Dunwich, donc les deux qui accompagnèrent le professeur Armitage à Dunwich. Le professeur Morgan, Francis Morgan et Warren Rice. Sans être aussi impliqué dans la lutte contre le mythe, c'est quelqu'un qui, suite à son aventure dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres, est instruit et peut devenir un allié et un mentor pour les investigateurs après cette aventure qui a eu lieu en 1927. C'est un homme équilibré et intelligent et qui a gardé la tête sur les épaules même après les tristes événements qui lui sont arrivés. Avant cette aventure qu'il a amenée je crois que c'est dans le Maine, vous aurez peut-être plus de mal à l'amener à croire aux fadaises qu'il considère avant tout comme du folklore. Je crois que c'était dans les collines du Vermont. Ouais. Ah, dans le Vermont, oui, pas dans le Maine. Ouais, ce personnage est très intéressant. C'est dans cette nouvelle, moi je trouve que c'est une de mes nouvelles préférées. Et c'est déjà les périodes. Alors on a dit que Lovecraft n'était pas l'inventeur du mythe de Cthulhu, mais on a déjà un résumé assez concret et assez complet de ce qu'était le mythe dans sa totalité dans cette nouvelle. Et puis si vous êtes amateur de complotisme, d'épisodes à la X-Files, c'est quand même une nouvelle très très intéressante, puisque là on a vraiment cette race qui nous manipule depuis les ténèbres et qui en sait tellement plus que nous sur tout l'univers. Est-ce que tu aurais une autre personne à nous présenter dans cet endroit ? Eh bien, sur le campus, non, pour l'instant, mais peut-être que nous y reviendrons, puis peut-être que effectivement, nous nous arrêterons sur l'université de Miskatonic en elle-même un jour. Très bien, alors on peut continuer notre visite, peut-être en allant dans le downtown. Oui. Alors là, on fait quelques détours. On est passé de Northside, on est descendu jusqu'au campus. Là, on remonte à downtown. Donc situé au nord-est de la ville, cette fois-ci. On va repasser un pont sur la Miskatonic. Oui. On arrive dans un quartier résidentiel, essentiellement habité par des familles modestes. Encore une fois, quelques villas qui bordent le côté nord-est des prés communaux, qu'on appelle aussi Independence Square. Ce quartier abrite quelques bâtiments administratifs, comme l'hôtel de ville, le tribunal, le commissariat ou encore la caserne des pompiers, ainsi que les 2 banques d'Arkham, l'Arkham First Bank et la Miskatonic Valley Saving Bank.
dans l'histoire d'Arkham, les prés communaux, c'était aussi le lieu où les milices, à l'époque de la guerre d'indépendance, de la Révolution, donc les milices faisaient leurs exercices militaires et apprenaient à tirer avec les armes à poudre. Hmm. Aujourd'hui, surtout un terrain de pique-nique, j'ai l'impression. C'est aussi un des rares lieux où vous pouvez trouver à manger le dimanche midi. Comme vous le savez, Arkham, comme beaucoup de villes de Nouvelle-Angleterre, est très sévère, très restrictive sur le fait qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Et si vous avez le malheur de ne pas l'avoir prévu, il y a peu d'endroits où vous pouvez vous restaurer un dimanche midi. Il y a une sorte de petite cafétéria près du campus et il y a les stands à saucisses qui se trouvent sur Independence Square. Tout à fait. C'est aussi dans Downtown qu'on va trouver la plupart des travailleurs indépendants, comme les avocats et les notaires notamment. Un des endroits les plus incontournables, en tout cas les plus célèbres d'Arkham, se trouve au 225 East Derby Street. C'est bien entendu, Guillaume, l'asile psychiatrique. Ah, c'est là qu'est l'asile psychiatrique. Ouais, le plus grand entre Portland et Boston. Un établissement qui emploie des méthodes de soins modernes, comme des régimes diététiques, des euphorisants ou encore les électrochocs. On trouvera plutôt proche de la rivière des filatures désaffectées. Et c'est aussi au 705 Dyer Street que le bus du fameux Joe Sargent fait la navette entre Arkham et Newburyport en passant par Innsmouth. Moi, je vais vous emmener dans un lieu de culte, dans une église. Il s'agit de l'église du pasteur, le docteur Ezekiel Wallace, de l'église méthodiste, l'église d'Aylesbury M.I. Donc c'est une église méthodiste. Le pasteur n'apparaît dans aucune nouvelle, mais c'est un personnage qui peut être intéressant à rencontrer selon l'orientation de votre campagne. Dans les mystères d'Arkham, il apparaît à l'entrée 206 du quartier Downton. Il a une description rapide, mais elle est plus détaillée dans le scénario L'évasion d'Innsmouth, car le docteur Wallace a eu une vie avant d'être pasteur à Arkham. Il a eu une jeunesse qu'il a passée comme missionnaire dans le Pacifique du Sud, ce qui l'a amené à rencontrer des traces d'un ancien culte. C'est pour cela que si vous faites une campagne qui tourne autour d'Innsmouth, autour des relations avec Innsmouth, vous pourriez en faire un allié, ou au moins un informateur, pour des scénarios où vous vous intéresserez aux étranges créatures qui vivent à Innsmouth. Alors, je vous ai indiqué que le pasteur Ezekiel Wallace est un pasteur de l'église méthodiste parce qu'il y a il y a différentes églises à Arkham et pour moi qui ai été élevé dans la religion catholique, les différentes branches des églises qu'on trouve aux États-Unis, c'était un petit peu mystérieux. Alors je vais faire si vous le voulez bien, puis je te laisse intervenir au cas où tu veuilles rajouter quelque chose. Je vais faire le survol des différentes églises qu'on peut trouver à Arkham, sachant qu'elles ne couvrent pas complètement tous les lieux de culte qu'on peut trouver aux États-Unis. Alors c'est essentiellement des églises ou des sectes protestantes, mais il y a également des églises catholiques. Alors tout d'abord l'église
congrégationniste, et pas congrégationaliste comme je l'ai écrit, congrégationniste, à l'entrée 817. C'est une église protestante issue de l'installation des puritains du Mayflower. L'église congrégationniste, c'est l'église des puritains, c'est l'église créée par ce mouvement, par ce mouvement religieux, et c'est ce qui est le plus proche d'une église, de l'église officielle de l'État. Du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre en général, qui est fortement marquée par l'influence puritaine. Et donc c'est celle qui va persécuter les sorcières notamment, en tout cas les personnes accusées de sorcellerie. Voilà, alors en fait c'est effectivement un pasteur congrégationniste qui va être à l'origine de l'affaire des sorcières de Salem, sachant que dans cette affaire, il y a eu des hommes d'église qui ont été parmi les juges, mais il y a aussi des hommes d'église qui ont jugé après que l'affaire des sorcières de Salem était allée trop loin. Donc quand on expliquera l'affaire, on s'apercevra que c'est pas seulement la doctrine congrégationniste qui est à la base du problème. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au XVIIe siècle, c'est vraiment l'église principale du Massachusetts. Ensuite, nous avons l'église baptiste, qui est à l'entrée 715, qui elle est une église protestante d'origine hollandaise. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est plus influencée par l'enseignement de Calvin que de Luther. Mais là encore, c'est une église qui est fortement implantée, et du fait des nombreux colons hollandais qu'il y avait dès le XVIIe siècle, et du fait que c'est une église protestante, tout simplement. Ensuite, il y a l'église épiscopale, à l'entrée 446. Alors là, c'est la branche américaine de l'église anglicane, avec la particularité, c'est que l'église épiscopale ne considère pas le roi d'Angleterre comme chef de l'église. Donc ce sont les colons anglais qui n'ont pas voulu renoncer à leur religion anglicane, qui se sont installés aux États-Unis. Mais la particularité, c'est que l'église épiscopale ne considère pas le roi d'Angleterre comme chef de l'église. Je crois que l'église anglicane pure, on ne va la retrouver qu'en Grande-Bretagne et dans les colonies anglaises. Ensuite, l'église unitarienne, à l'entrée 302. Alors ça, c'est une doctrine qui rejette la Trinité catholique. Donc, pour eux, Jésus est un prophète, pas le Fils de Dieu. Et ils ne considèrent pas que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent. Donc il n'y a que Dieu le Père, il n'y a pas de Fils et il n'y a pas de Saint-Esprit. Jésus était juste un prophète. C'est un mouvement qui est apparu en Angleterre au XVIIIe siècle, mais qui ne relève pas vraiment du protestantisme, même s'il est inspiré, s'il est influencé par lui. Oui, j'allais amener une précision, effectivement, parce que tu parles de Trinité catholique, mais quand même à préciser que l'Église protestante, de façon générale, conserve le dogme de la Trinité. Oui, donc effectivement, c'est pour ça que quand tu dis l'Église unitarienne, elle n'est pas vraiment du protestantisme, ça pourrait être le cas. Oui, j'aurais dû parler de Trinité chrétienne plutôt que catholique. Ensuite, l'Église presbytérienne, à l'entrée 806 pour Arkham. C'est un protestantisme calviniste qui s'est développé en Écosse, en dehors de l'église d'Angleterre. Donc les églises d'Irlande et d'Écosse étaient assez résistantes à l'église anglicane et ont développé leur propre mouvement. Donc là, en l'occurrence, l'église presbytérienne, c'est une église écossaise
du protestantisme calviniste. L'église méthodiste, donc à l'entrée 206, c'est une église protestante issue de l'église d'Angleterre et qui a fait sécession au XVIIIe siècle. Donc vous voyez de nombreux mouvements, de nombreuses doctrines. On peut même parler, à ses débuts, chacune de ces églises était appelée secte, et elles sont cependant devenues des églises bien implantées aux États-Unis. Et je pense qu'il y a encore d'autres mouvements, d'autres doctrines qui existent aux États-Unis. Mais pour Arkham, c'est à peu près terminé. Enfin, il y a 3 églises catholiques au 906, 909 et 718. L'église Saint-Michel, qui est plutôt fréquentée par les Irlandais. L'église Saint-Stanislas, qui est plutôt fréquentée par les Polonais. Et l'église du Sacré-Cœur, qui est plutôt fréquentée par les Italiens. Là, ce sont des églises catholiques, donc qui reconnaissent l'autorité du pape. Tout ça pour vous dire que si vos investigateurs ne sont pas dans l'un de ces endroits le dimanche, ça va mal se passer. Parce que là, il y a quand même de quoi faire. On ne peut pas trouver l'excuse de ne pas y aller. Alors, je précise quand même qu'en 1928, à Arkham, il n'y a ni synagogue ni mosquée, que les lieux officiels de culte sont tous des lieux chrétiens. Par contre, on peut dire quand même, tu viens d'en parler, que pour les adorateurs de la raison, généralement pas forcément athées, mais du moins anticléricaux, que sont les francs-maçons, il y a aussi la loge maçonnique qui existe. Ce qui est assez drôle dans les écrits d'Arkham, dans les écrits de Lovecraft, c'est que par exemple dans le cauchemar d'Innsmouth, il indique que toutes ces églises ont été renversées les unes après les autres, en commençant par d'ailleurs la loge maçonnique, par le culte de Dagon, qui soit a chassé les pasteurs, soit les a fait disparaître, pour certains a racheté leur église, les a convaincus de partir, qu'aucune église n'a pu s'opposer au culte de Dagon sur Innsmouth, et il les met à peu près tous sur le même plan. Donc il marque vraiment pas de préférence pour une église en particulier. Je ne sais même pas si Lovecraft était pratiquant, mais il apparaît assez clairement que, je ne sais pas si on peut parler d'athéisme, mais qu'il n'a jamais montré un grand respect envers les établissements religieux. Ouais, non, il est clair que Lovecraft était athée, et il était, je sais plus comment ça se dit, mais c'est quelque chose comme matérialiste, ou genre scientifisme, matérialisme, un truc comme ça. Oui, on parle d'agnostique aussi. Ouais. Non, je crois qu'il était même pas agnostique. Oui, il était carrément athée. Ok. Moi, j'avais un personnage à vous présenter dans le Downtown. Un personnage qui est, pour ma part, je pense qu'il est peu connu, j'ai l'impression. Si je te dis Pin Liu, ça te parle ou pas? Ouais, Pin-Liu, si tu veux des tatouages exotiques, que tu vas chez Pin-Liu, c'est ça? Par exemple, ouais, mais pas que, vraisemblablement. Donc, il se situe dans un minuscule local qui est situé au 443 Fish Street. C'est le repère d'un certain Pin Liu, un tatoueur de son métier, qui habite seul dans l'arrière-salle de son magasin. À l'intérieur, beaucoup de dessins, de motifs asiatiques qui ornent les murs, et puis cette odeur un peu exotique, je dirais, qui embaume l'air. Pin Liu, on peut le trouver dans un scénario que moi j'avais fait jouer et dont on a déjà parlé ensemble, le scénario Les Brumes d'Arkham. Alors c'est un scénario rapide à lire et qui est plutôt efficace, que je pourrais inclure dans la prochaine newsletter. Donc ça permet de faire un rappel pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la newsletter. N'hésitez pas à le faire. On vous enverra ce scénario et puis d'autres choses. J'ai déjà des choses en tête. Dans ce scénario, Les Brumes d'Arkham,
ça se passe, le début du scénario se passe lors d'une balade par une nuit brumeuse dans Armitage Street. Et puis les investigateurs vont entendre un bruit de verre cassé qui résonne au coin de la rue. Ça va s'en suivre une bousculade avec un homme, en tout cas une personne qu'ils n'arriveront pas ni à attraper ni à vraiment voir. Et puis ils vont rapidement découvrir que le verre cassé provient de la porte vitrée du magasin de Ping Lu et que cet homme gît dans son sang dans sa boutique. Et ça commence comme ça. Dans le nouveau supplément, Ping Lu est toujours là, mais il a été très 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 modifié. Il a une identité cachée. Voilà, j'irai pas plus loin, mais voilà, le personnage a été énormément développé. Je vous laisserai la surprise de le découvrir. C'est aussi intéressant. Et nous allons nous éloigner un peu d'Arkham maintenant, si j'ai bien compris, pour finir. Ouais, ben on va essayer d'aller visiter un petit peu les environs d'Arkham. Les environs d'Arkham, ça peut s'étendre assez loin même, hein, si on veut pouvoir visiter pas mal d'endroits intéressants, il va falloir un petit peu s'éloigner. À l'ouest d'Arkham, la montagne devient sauvage, avec des vallées dont nulle hache n'a jamais troublé les bois profonds. Il y a des ravins sombres et abrupts, où les arbres poussent avec des formes fantastiques, et où coulent de maigres ruisseaux qui n'ont jamais reçu un rayon de soleil. Sur les pentes plus douces, on trouve d'anciennes fermes et des cottages couverts de mousse, tassés contre la roche, comme s'ils couvaient à jamais les secrets de la Nouvelle-Angleterre sur le rebord des abîmes. Mais ils sont tous abandonnés maintenant, leurs larges cheminées s'effondrent, et les bardeaux des murs gonflent dangereusement sous les toits brisés. Les anciens habitants sont partis, et les étrangers n'aiment pas vivre ici. Des Canadiens français s'y sont essayés, des Italiens s'y sont essayés, et les Polonais sont venus et repartis. Contrairement à une grande partie du Massachusetts, les zones périphériques au-delà de la ville d'Arkham restent des forêts densément boisées, aux côtés de marais et de prairies vallonnées. Les étés chauds et les hivers froids et enneigés, combinés à de nombreuses pluies, créent un climat humide. On peut y observer dans ces bois des dindons sauvages, des ratons laveurs et des cerfs de Virginie. En revanche, on va plus rarement y apercevoir des orignaux ou des ours noirs. La ville s'étend peu à peu dans ces zones. On y retrouvera, on en avait parlé, l'aérodrome. On va y retrouver le champ de tir de l'Arkham Gun Club, la décharge municipale ou encore l'ancienne ferme des Garner. Un exemple de modification qui a été apporté dans la nouvelle version du supplément Arkham, c'est un endroit qui s'appelle la forêt des Billington, qui est située au nord-ouest de la ville. C'est une forêt qui n'a pratiquement jamais connu la hache et qui appartient à la famille Billington depuis même avant la déclaration d'indépendance. C'est dans cette forêt que l'on peut trouver la villa familiale inhabitée depuis 1821. Je ne préfère pas vous dévoiler ce qu'on va y trouver à l'intérieur, mais je vous laisserai la visiter par vous-même. Cette entrée-là, sur la forêt des Billington, a complètement été revue. Elle a été rebaptisée les bois d'Ordman, à partir d'un nom d'un personnage appelé John Ordman, un homme qui avait fait des bois sa demeure. Tout comme beaucoup d'autres chasseurs qui avaient construit des cabanes en rondins de bois, maintenant délabrées partout en forêt. Selon la légende, John Ordman aurait tué un ours à main nue. Et puis cet homme aurait un jour disparu de la circulation, sa maison de bois complètement brûlée. J'ai aussi un petit clin d'œil dans ces environs d'Arkham. Il y a pas mal de lieux intéressants, hein. Tout à l'heure, on avait parlé de
l'endroit où la ville voudrait faire une sorte de réservoir naturel, hein, ce que les locaux, certains locaux pourraient appeler la lande foudroyée, la lande foudroyée. Il y a d'autres endroits et il y a un endroit qui a été ajouté dans ce nouveau supplément avec un hommage assez touchant, la colline Herbert. Le nom de la colline, là je prends textuellement, j'ai fait une traduction. Le nom de la colline vient d'un musicien nommé Keith Herbert qui, à la fin des années 1800, s'asseyait au sommet de la colline, jouait de la guitare et composait de la musique. Pendant les mois d'été, quelques personnes plus aventureuses venaient d'Arkham pour s'asseoir et écouter. Quelque peu voyageurs espiègles, Herbert allait et venait pendant plusieurs mois à la fois, mais semblait toujours se retrouver sur la colline, vivant dans un petit camp qu'il avait aménagé. Vers 1886, Herbert a disparu, et personne ne l'a revu ni entendu parler de lui depuis. La plupart pensaient qu'il avait pris congé et s'était dirigé vers l'ouest. Fin de l'entrée. Donc voilà, un hommage plutôt sympathique, on répète, à l'auteur principal du supplément Arkham Unveiled, ou traduit en français Les Mystères d'Arkham, qu'il considérait d'ailleurs comme sa création, en tout cas le supplément qu'il avait créé, qu'il aimait le plus, parce que ça s'approchait le plus de ce qu'il avait imaginé. Et pourtant, il a écrit de nombreuses autres choses. Mais les Mystères d'Arkham ont quand même ouvert la voie à beaucoup d'autres suppléments régionaux et géographiques de grande qualité. Et puis oui, ça reste un très bon supplément. Bon, c'est à mon tour de vous présenter quelqu'un. Je vais vous amener moi aussi dans un petit manoir, dans une belle maison pour vous présenter Asnath Waite. Asnath Waite, c'est un personnage iconique du folklore Lovecraftien. Là, on a vu trois personnes, Laban Shrewsbury, le professeur Wilmart et Ezekiel Wallace, qui pouvaient vous aider, mais j'en ai fini avec les gentils. On va passer à quelqu'un d'une autre catégorie. Donc, c'est un des rares personnages féminins des œuvres de Lovecraft, et c'est un des personnages principaux de la nouvelle Le Monstre sur le Seuil. On peut la voir comme l'archétype de la société de la sorcière manipulatrice, ou à l'inverse, une victime. C'est une nouvelle écrite en 1933 et publiée en 1937, en intégrant une bonne partie du folklore Lovecraftien. Arkham, Innsmouth, Necronomicon, Livre des Bons, Azathoth, Umnigurat. Et Lovecraft, il développe un thème qui revient assez régulièrement dans ses écrits, celui de la projection de l'esprit, du voyage de l'esprit. Et ce qui nous amène à nous rendre compte que Asnath Waite est un personnage très moderne qui peut représenter bien beaucoup de nos angoisses, et qu'au final, c'est peut-être aussi une victime. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cette merveilleuse nouvelle. Je vous conseille d'ailleurs de la version audio qu'il y a sur Arkham Inn par C.J. Vero, qui est magnifiquement lu. Et si vous voulez vous rendre compte de à quoi ressemble Asnath Waite, c'est très intéressant de faire des recherches avec ce nom sur Google, parce que, comme d'habitude, Lovecraft nous mène en bateau dans cette description physique, nous disant à la fois qu'elle est très belle malgré ses yeux globuleux, et qu'elle met cependant mal à l'aise. Et je me rappelle de cette illustration assez maléfique qu'on peut retrouver avec quelques recherches sur internet, assez éloignée de l'illustration des mystères d'Arkham, mais diablement séduisante malgré toute la malice
qui passe dans les yeux inquisiteurs d'Asnat Waite. Dans les mystères d'Arkham, elle est à l'entrée 1012, avec la description de Crowwinshield Manor, la maison de son mari, Edward Pickman Derby. D'ailleurs, celui-ci aussi est décrit. Elle est également citée, et un peu plus développée, dans le scénario Meurtre sur le campus, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, à propos d'Herbert West, mais elle est également citée dans L'évasion d'Innsmouth. Oh, la voilà, oui. Et bien entendu, elle est un petit peu plus jeune dans le scénario, dans le nouveau supplément d'Arkham. Même je suis étonné qu'il l'ait mis, puisque en 1922, j'aurais pensé qu'elle était encore soit à Innsmouth, soit au collège à Kingsport. Effectivement, en fait, c'est indiqué en dessous de son portrait, ce portrait d'Asenat en 1924, alors qu'elle arrive à Arkham. D'accord. Parce qu'on le rappelle, le nouveau supplément a été écrit pour être joué en 1922. Il décrit la ville en 1922. Alors, une piste pour utiliser Asnat, c'est d'en faire un personnage redondant suite au scénario Meurtre sur le campus, ou si vous le faites dans la version Université de Miskatonic, qui s'appelle, je crois, Une histoire de connaissance. Asnat, c'est un personnage non seulement utile pour ses connaissances du mythe, mais aussi sa connaissance du groupe des sorcières du Vermont, et éventuellement des sorcières d'Arkham. Sachez cependant qu'elle ne donnera rien pour rien, et tout aura un prix avec elle. Donc ne croyez pas qu'elle sera gentille, rien que pour vos beaux yeux. Ou alors, elle ira vraiment chercher derrière vos beaux yeux. Donc, faites-en un personnage vénéneux, inquiétant, une menace, mais aussi quelqu'un qui peut vous aider éventuellement. Bien, merci Guillaume. Est-ce que, en termes de visite d'Arkham, je crois que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Il reste plein de lieux à visiter à Arkham, mais Ouais. peut-être dans le futur, encore une fois. Ça fera l'objet d'une troisième partie d'épisode. Comme on l'avait dit, c'est un épisode multiple, parce qu'il y a le énormément retour de du choses. retour. Exactement. Peut-être pour terminer, avant de vous laisser, on avait encore quelques petites choses à vous partager, notamment sur la bibliographie, je crois, aujourd'hui. Oui, alors moi je voulais vous parler du livre qui m'a aidé pour parler de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre en général et d'Arkham en particulier. Enfin, même si Arkham n'est pas cité forcément dans ce livre, mais pour avoir une bonne vision de l'Amérique coloniale. C'est un livre qui s'appelle L'Amérique avant les États-Unis de Bertrand Van Ruynbeck. Rien que le nom, on se dit, tiens, celui-là ne serait-il pas descendu du Mayflower? Il est édité chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Donc ça s'appelle L'Amérique avant les États-Unis, sous-titré Une histoire de l'Amérique anglaise 1497-1776. Il date de 2013 et il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Juste par exemple, un petit quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure et qui pourrait faire l'objet d'un scénario intéressant, c'est l'histoire de la colonie perdue de Roanoke. Une colonie établie sur une île proche du continent, et dont des colons ont mystérieusement disparu, sans qu'on sache pourquoi, en laissant sur un arbre un seul mot gravé, le mot Croatan.
Alors, cette disparition mystérieuse a été utilisée dans un scénario de l'Appel de Cthulhu, mais vous pouvez l'utiliser à votre sauce aussi. Il a également été utilisé dans d'autres jeux de rôle, surtout un qui s'appelle Loup-garou. Mais voilà, ça reste un mystère de l'histoire des États-Unis. Et puis une autre suggestion, c'est d'utiliser un événement fort peu connu de l'histoire des États-Unis pour en faire une base sur un scénario. C'est la guerre de 1812 qui opposa l'Angleterre aux États-Unis et où les corsaires d'Arkham ont sûrement pris part à cette guerre. Donc ça peut en faire un événement historique utilisable dans vos scénarios. Et puis ceux qui s'intéressent à l'histoire comme nous, on pourra également inclure dans cette newsletter le lien vers un épisode un épisode d'un documentaire qui a pour sujet toute cette histoire des premiers peuples qui étaient sur le continent futur continent américain et toute l'histoire du Mayflower et tout ça, un documentaire très très intéressant qui pourra éventuellement vous donner une inspiration ou à minima vous donner encore plus de connaissances. Deuxième ouvrage peut-être dont on aimerait parler ce soir un peu dans la bibliographie, ou en tout cas dans les choses autour de Lovecraft qui peuvent sortir dans l'actualité. Et là c'est une nouveauté toute chaude, toute brûlante, puisqu'elle date de ce mois-ci, je crois, ou du mois précédent, d'avril, je crois. Ouais, c'est exactement ça. C'est sorti par les éditions du 81. On les remercie d'ailleurs chaudement pour nous avoir envoyé cet ouvrage qui s'appelle « De vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire », qui est en fait une sélection de lettres entre 1927 et 1929 de Lovecraft qui ont été traduites par Vincent-Pierre Angouillan. Et que Guillaume pourra vous chroniquer dans un épisode bonus qui sortira bientôt, on l'espère. Voilà, donc un très bel ouvrage à 23,80 €, mais qui fait pratiquement 400 pages, où il y a combien, je crois, c'est 80... Alors, vous avez déjà parlé de la nouvelle traduction des œuvres de Lovecraft, qui contient dans son dernier volume des lettres de Lovecraft, mais ça, c'est vraiment des lettres qui n'ont pas été reprises par ailleurs, qui se trouvent dans ce livre. Et toutes ces lettres, dans toutes ces lettres, il raconte ses rêves. C'est 86 lettres qui n'avaient jamais encore été publiées en France. Donc là, on voit Frank Belknap-Long, je pense à plein d'autres personnes, Clark Ashton Smith, bref. Voilà, on aura l'occasion de le découvrir un peu plus en détail lors de cet épisode bonus. Alors ensuite, un petit peu moins chaud, mais ça date de la fin d'année dernière. Je crois qu'il a été édité sur le dernier trimestre de 2023, et là c'est une bande dessinée très intéressante, encore une fois, si vous vous intéressez à la vie de Howard Phillips Lovecraft et à ses sources d'inspiration et aux personnes qui l'ont influencé. Ça s'appelle Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, et ça narre effectivement la mort de l'auteur. La mort de Lovecraft. C'est dessiné par Jakub Rebelka et c'est écrit par Romuald Julivo, et c'est vraiment une magnifique bande dessinée, déjà par le graphisme qui est très Lovecraftien, mais aussi le contenu est également très intéressant, puisqu'on voit
un certain nombre de personnages qui ont fortement influencé Lovecraft, dont par exemple sa femme Sonia Green, mais on parle aussi de l'influence que Lovecraft a pu avoir sur d'autres auteurs, y compris des auteurs beaucoup plus récents comme Stephen King. Et puis en même temps, c'est un véritable délire autour de Lovecraft dans un style qui lui est propre. Vous allez être pris par la main par un certain Randolph Carter. Vous connaissez peut-être, nous serons sûrement amenés à en parler. Et pour voir ce dernier jour et ce dernier voyage de Howard Phillips Lovecraft. Très très bel album que je ne peux que vous recommander chaudement. Eh bien ça y est, cette fois-ci nous allons vous laisser. L'épisode est déjà assez long. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et dans cette historique de la ville, puis dans le reste en tout cas de la continuation de la visite que nous avions entamée lors du dernier épisode. Comme à notre habitude, Guillaume, si tu as un dernier mot pour la fin. Comme d'habitude, bonne partie, bon jeu. Amusez-vous bien autour des œuvres de Lovecraft. À très bientôt. Ftagen.